le problème, c'est qu'en Afrique, rien n'est carré. Et tu vois, on parlait des retours, parce que les gens ils disent ouais, retour en Afrique, retour en Afrique. Oui, il y en a plein qui ont tenté le retour en Afrique. Le souci, c'est que quand tu retournes en Afrique, tu fais face au manque de sérieux de beaucoup, au manque de professionnalisme de beaucoup, tu fais face à la corruption de beaucoup, et du coup, ça en dégoûte plus d'un. Il y a quand même une bonne partie des gens de notre continent qui sont sur place ou dans la diaspora, qui sont dans la mendicité. Nous, on peut l'observer ici en France. Combien de Noirs mendient l'amour des autres communautés qui n'ont absolument rien à foutre de leur vie? Et yo les gars, c'est votre gars Diata, le poète et l'esthète qui aime manier le verbe pour faire avancer. Aujourd'hui, on est là pour aller garçon et on va traiter de deux, trois sujets qu'on va essayer de synthétiser. Et du coup, on va essayer de donner notre avis sur ces petits sujets d'actualité qui, euh, qui sont importants ou qui nous ont bien fait rire durant ces derniers temps. Donc aujourd'hui, enfin, du coup, je prends le lead. Déjà, je demandais à mon gars comment il va. Comment tu vas, mon gars? Toujours un plaisir, hein. Et ça va bien. Les nouvelles bonbons sont bien. Bah, Je vois écoute, que tu t'es coiffé. Tu peux montrer peut-être à la caméra non, c'est bon, pour faire la pub de notre opticienne. Ouais, on le fera plus précisément. Alors aujourd'hui, Ok. on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ok, ok, ok. On le fera peut-être une prochaine fois. C'est ça. Bon, écoute, en tout cas, ça fait toujours plaisir de partager l'affiche avec toi, entre guillemets. Donc, écoute, on va commencer directement. Moi, je vais juste parler de la photo tu sais, de l'équipe de France qui a fait parler, euh, où on a vu en commentaire, pas mal de commentaires un petit peu racistes sur le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de Noirs en équipe de France. Mais je pense que du coup, j'aimerais savoir, toi, du coup, ce que tu penses de ces remarques qui durent sur le temps. Donc, du coup, par rapport aux gens qui disent qu'ils se reconnaissent pas dans l'équipe de France parce elle est trop colorée. Bah déjà, on a l'habitude, ça fait longtemps. Ça fait plus d'une vingtaine d'années déjà, et plus le temps passe, plus elle noircit. Donc forcément, ceux qui sont pas contents, ils doivent péter un câble. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Sur ça, tu me connais. Je suis pas du genre à me plaindre pour rien. Moi, cette équipe de France, personnellement, bah, quand je vois les joueurs, tu vois, moi, ça me permet quand même de m'identifier à quelque chose dans ce pays. Parce que quand je regarde les plateaux télé, bah, je me reconnais pas. Et le peu de Renois et de gens métissés qui y sont, pour la plupart, c'est des nègres de maison. Donc, vu que je me sens pas nègre de maison, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après, voilà, il y a toujours beaucoup de commentaires racistes. Il y a toujours beaucoup de polémiques au niveau des joueurs qui sont colorés. Donc là, on a pu voir sur la photo où les gens qui ont mis une critique comme quoi tous les joueurs blancs étaient à l'avant de la photo et les joueurs noirs à l'arrière. On avait eu à la défaite en Coupe du Monde une photo de présentation pour TF1 où on avait Griezmann et Giroud en avant enfin comment je pourrais dire ça? Ouais, mise en avant. Mise en avant hein, au premier rang. Et quand on voyait la finale, enfin quand on voyait la photo justement des tirs au but qui sont déroulés en finale, bah on voyait qu'il y avait que des noirs, tu vois. Il y avait que des noirs et pas mal de joueurs qui ont dû désactiver les commentaires sur Instagram parce qu'il y avait pas mal de racisme. Après, bien évidemment, quand je te dis ça, je précise toujours que c'est pas tout le monde qui est raciste. Non, bien sûr. Donc faut pas commencer à non plus prendre tout le monde en partie et mettre la haine sur tout le peuple français qui est blanc, du coup, sur cette partie-là. Maintenant, les joueurs, ils font un choix. Ils font le choix de choisir l'équipe de France, ils savent qu'il y a derrière. Ils veulent pas choisir les sélections africaines, c'est leur problème. Voilà, maintenant, il faut assumer. Et après, bah, pour les sélections africaines, on en remercie beaucoup aussi pour leur manque de sérieux qui font que les joueurs n'y vont pas et qui représentent pas les nations africaines, même s'ils pourraient faire l'effort. Mais bon, on va dire que chacun a son tort dans cette histoire, je pense. Ok, bon, écoute, là, c'est bien, t'as donné pas mal de pistes. Je vais essayer de les prendre une par une parce que pour moi, elles sont toutes importantes. Donc, on va commencer sur le traitement médiatique dont Ouais. tu parles. Je suis d'accord avec toi, il y a clairement... Alors, encore une fois, sur la chaîne, on n'est pas du tout dans la victimisation. Je tiens à le préciser. Mais effectivement, il y a des choses qui sont faites consciemment ou inconsciemment parce que, comme on le dit, le racisme, c'est quelque chose qui est institué depuis très longtemps. Et même s'il y a eu beaucoup d'avancées, hein, on n'est plus à l'époque de la ségrégation raciale, on n'est plus à l'époque de l'apartheid,
Merci à tous les commentaires haineux, mais on est conscient qu'on n'est pas dans ça et on s'invente pas une vie. On dit juste qu'il y a des choses quand même qui sont critiquables et à critiquer. Et effectivement, dans le traitement médiatique, on voit, après, c'est peut-être pas fait sciemment, encore une fois, et je rentre pas dans ces détails-là, mais ce qui est quand même très grave, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui malheureusement sont obligés de couper les notifications, couper les commentaires ou bloquer les commentaires parce que ils se prennent des salves racistes, tu vois, de gens qui comprennent pas que c'est un sport et que les tirs au but, en gros, c'est la loterie, tu vois. Après, bien évidemment que ça se travaille, mais c'est quand même de la loterie et ça, il faut le comprendre. Moi, je remercie en tout cas les Français, notamment Kylian Mbappé, qui nous a fait ressentir des choses que moi, j'avais pas ressenties depuis très longtemps. Parce qu'en gros, la dramaturgie de la finale, elle est incroyable. Tu perds, ensuite, bon, bref, je vais pas refaire la finale, mais il y a des choses quand même assez incroyables qui se sont passées. Et du coup, riche en émotions. Et donc, juste pour ça, même s'ils ont perdu, c'est là où on voit que tu peux être un magnifique perdant et un détestable vainqueur. Tu vois, je sais pas, moi, l'équipe de France, elle a perdu, mais en cas pour la finale, parce qu'en gros, l'épopée, elle est pas incroyable, mais sur la finale, les émotions qu'elles nous ont données, je pense que toi, comme moi, on peut dire exactement où on était au moment des buts, et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi le sport, et c'est ça qui est important dans le sport. Ensuite, tu as parlé d'un sujet qui était super important, et d'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse, ça me fait rappeler un petit peu Bukayo Saka, euh, il y a une actualité sur lui, là, récemment, où, en gros, tous les médias britanniques, donc Bukayo Saka, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur de foot euh, anglais d'origine nigériane et pas nigérienne, du coup, qui est pris en partie depuis déjà l'Euro, où il avait raté les tirs au but, lui, Rashford et Sancho, qui sont tous les trois noirs, enfin, comme métis ou noirs, et qui ont été pris à partie par une partie du coup déjà des médias britanniques et ensuite des Anglais parce qu'ils avaient raté des pénaltys. Et comme le disait Mohamed Bouafsi dans un documentaire là où il parlait du racisme, d'ailleurs on va en parler par ricochet, mais il disait qu'il y avait un joueur de foot très connu, un international, qui disait que lorsqu'il marquait des buts, ben, c'était un Français. Et lorsqu'il ratait des occasions ou ratait un match, il devenait noir. Et je trouve ça quand même très grave en 2024 de rester encore sur ces choses-là. Donc je te rejoins. Et après, tu as dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir concernant du coup le choix. Du coup, parce que comme t'as dit quelque chose qui m'a fait un peu, qui m'a fait tilter un peu. T'as dit en gros, ils ont fait le choix de l'équipe de France et donc du coup, ils doivent assumer les conséquences. Mais moi, je trouve justement que c'est ça qui est grave. Pourquoi tu dois assumer les conséquences de faire le choix en gros du pays dans lequel tu as été formé, dans lequel t'es né, t'as grandi, et pourquoi, enfin, en gros, c'est grave et c'est malheureux, c'est vrai hein, ce que t'as dit, hein, mais je trouve ça quand même très grave qu'aujourd'hui, en 2024, on est obligé d'entendre ce que tu viens de dire, quoi, de se dire que parce que je suis noir ou parce que je suis arabe, enfin maghrébin entre guillemets, je dois accepter, euh, en gros, je dois accepter ce qui découle du fait de choisir la France comme pays. Tu vois, je trouve ça très grave. Bah, après, l'accepter ou pas l'accepter, tu le prends comme tu veux, tu vois. Mais c'est une réalité Ouais, qui mais est c'est très grave. indéniable. Donc, Mais c'est très grave quand même qu'en 2024, en gros, un joueur soit encore jugé par sa couleur de peau oui, non, ou pire encore, par sa religion, tu vois. Parce que ça, on Oui. n'en parle pas parce que aujourd'hui, il y a très peu de Maghrébins, on va dire, dans l'équipe de France. Voilà, il y a eu les Nasri et tout qui ont malheureusement n'ont pas été très, très appréciés de leur fait aussi, hein. Je suis pas là à rentrer dans un complot comme ça a été fait par Cantona ou Benzema. Mais, en tout cas, on sait que, voilà, il y a les polémiques par rapport aux joueurs musulmans, dernièrement par rapport au motif, hein, au logo LGBT qu'un joueur enfin, n'a pas accepté de porter. Mais je veux dire que, aujourd'hui, enfin, et du coup, moi je trouve que c'est un peu le reflet, en fait, de notre société, qui est de plus en plus raciste et qui est de moins en moins ouverte aux autres et aux différences, tu vois. Oui, mais après, comme je t'ai dit, quand tu vas t'engager en équipe de France, je pense que ça fait enfin, les joueurs qui sont actuellement en équipe de France, ils regardent le foot quand même depuis longtemps. bien sûr. Ils sont en centre de formation. Je pense qu'ils sont pas dupes, ils voient beaucoup de choses, tu vois. Il y a Evra, il en avait parlé. Au niveau des placements, bon, celle-là, tout le monde la connaît.
Lui, il est là, lui, il est là, lui, il est là. Quand il y a le président, on change des places, on l'entoure que des joueurs qui sont blancs de peau. Donc, au bout d'un moment, c'est soit tu prends conscience et tu ne choisis pas l'équipe de France, soit tu en as conscience et tu acceptes ou tu n'acceptes pas, mais dans tous les cas, tu n'auras pas le choix. Quand Non, mais du coup, tu seras fautif, tu seras le nègre, tout simplement. Donc, il n'y a pas... Enfin, c'est pour ça que moi, je pleurniche pas sur ça. C'est quelque chose, j'en ai conscience, tu vois. Ensuite, tu parlais des joueurs maghrébins, donc comme Nasri, Benzema et tout. Je pense qu'ils sont d'origine algérienne. Mais si tu regardes bien, les joueurs d'origine marocaine, ils jouent pour le Maroc. Donc maintenant, il y en a, ils vont dire choix du cœur ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, on a vu qu'ils ont pu faire une grosse Coupe du Monde. On voit que dans la défaite ou pas, le peuple est derrière eux. Et peu importe, tu vois, toutes les sélections africaines, généralement, même dans la défaite, le peuple, il est derrière toi, tu vois. oui, oui et non. Ça fait, l'Algérie, ça a été compliqué quand même. Mais en gros, pour parler du Maroc, parce que là, tu as parlé du Maroc, euh, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que tous les États africains ne sont pas au même degré de sérieux, Mhm. d'organisation et de formation. Il faut savoir que au Maroc, même s'il y a des gens de la diaspora, donc du coup, même s'il y a des binationaux qui s'inscrivent du coup très jeunes dans l'équipe, comme notamment Achraf Hakimi, qui aurait pu tu vois, postuler à l'Espagne, mais qui a décidé très jeune de jouer pour le Maroc. Il faut quand même être conscient que la plupart de leurs joueurs sont issus de leurs académies où ça travaille très bien, comme aussi au Sénégal, par exemple, tu vois. Où c'est, voilà, moi, j'aime bien prendre ces deux exemples aussi, l'Afrique du Sud, même si on ne connaît pas trop nous dans la sphère francophone, mais il y a ces quatre États qui travaillent très, très bien, même ces trois États, j'ai envie de dire, qui travaillent très bien en Afrique. Et après, le reste, voilà, comme tu as dit, il y a un manque de sérieux, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de professionnalisme aussi, tu vois, Mhm. dans ces sélections. Et on voit des fois que c'est des joueurs qui doivent tout gérer. C'est pas normal. Voilà, moi, je suis très critique envers ces sélections nationales africaines qui se plaignent ou même des fois, tu sais, moi, j'estime que quand t'es un être humain, quelles que soient tes origines, on ne rentre même pas dans l'africanité, tu dois être fier et digne. Mhm. Quand un joueur il te dit qu'il veut pas, eh bien, il veut pas et tu le laisses et tu essaies de former. En fait, pour moi, en fait, les binationaux, ça doit être un plus, mais ça doit pas être le tout, tu vois. Et je trouve que dans les équipes nationales, des fois, on s'en rend compte, tu vois, il y en a, ils vont faire la cour à des joueurs dès leurs 15 16 ans. Euh, je veux dire, il faut quand même se respecter un minimum. Et Mhm. si le joueur, parce que souvent, il faut le dire, les binationaux, ils vont en Afrique, c'est un second choix. Ils attendent 25 26 27 ans et ils se rendent compte que du coup, certains ont été même national français. Geoffrey Kondogbia a été, il a fait deux trois sélections, mais c'était un match amical, donc pas un match officiel. Et ensuite, il a pu aller pour la République centrafricaine. Il y a pléthore de joueurs qui ont fait ça. Et donc du coup, je pense que les sélections nationales doivent se recentrer sur leur vivier à eux, Mhm. plutôt que de compter sur la post-formation d'État français, belge ou autre, tu vois. Je pense que ça, c'est important. Je pense que vraiment, pour qu'on, voilà, que, on peut prendre l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, certes, c'est en liaison avec des clubs en France, notamment le FC Metz et tout, mais ils font des vraies choses. Tu vois, il y Mhm. a des vraies académies dont sont issus Ismaïla Sarr, Sadio Mané, pour ne citer que, qui sont aujourd'hui quand même des bons joueurs, des très bons joueurs même, mais qui ont été formés 100% du coup dans les États africains, enfin, au Sénégal, ben, pour Sadio Mané qui a été un top 2 ballon d'or quand même, tu vois. Donc je veux dire, euh, comme on dit, nos régions ont du talent, mais nos pays ils ont du talent. C'est juste qu'il faut vraiment faire des vraies détections et il faut professionnaliser la chose. En fait, on devient professionnel qu'en étant avec des professionnels. Je suis désolé, nous aujourd'hui, on crache beaucoup sur l'Occident, mais en France, tu vois, quand on a des formations, moi j'ai une formation paramédicale, je peux te dire que dans ma formation, c'est carré. Tu vois ce que je veux Oui, dire? non, mais oui, non, mais ça, je suis Et le d'accord. problème, c'est qu'en Afrique, rien n'est carré. Et tu vois, on parlait des retours, parce que les gens ils disent, ouais, retour en Afrique, retour en Afrique. Oui, mais il y en a plein qui ont tenté le retour en Afrique. Mhm. Le souci, c'est que quand ils retournent en Afrique, tu fais face au manque de sérieux de beaucoup, au manque de professionnalisme de beaucoup, tu fais face à la corruption de beaucoup, et du coup, ça en dégoûte plus d'un. Donc, je pense qu'aussi, il faut que, tu vois, quand on parle d'État africain, quand on parle de nation africaine, quand on parle de fédération africaine, voilà, il faut qu'on arrête d'être. Je dis pas qu'il faut pas
parce que comme tu as dit, il y a des gens, ils ont leur double culture, et pour moi, la double culture, c'est une richesse. Mais donc pour moi, c'est pas un problème. Mais quand tu as été formé dans un pays, forcément, le joueur, s'il est très fort, il va prioriser la France à un État africain. Car il sait très bien qu'avec la France, il aura plus de possibilités d'être champion du monde, champion d'Europe. Après, il y a Patrice Evra qui a dit dernièrement que lui, s'il avait eu le choix, il aurait joué pour le Sénégal. Et parce qu'après, comme tu as dit, tu prends conscience qu'en gros, tu restes un nègre, malheureusement, dans ce pays. Et à un moment donné, quand tu restes un nègre, pour la plupart des gens, ou en tout cas bon à être qu'un sportif et pas un être intelligent, entre guillemets, parce que ça aussi, faut en parler. Il y a un lobby qui est fait. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc je vais pas y revenir. Mais voilà, il y a un lobby qui est clairement fait pour nous laisser dans l'état de sportif, d'animal, entre guillemets, même si ça choque des gens, et pas d'être des êtres qui réfléchissent, tu vois. Donc voilà, il faut qu'on remplisse les facs, il faut qu'on remplisse euh, les hautes sphères de la nation française et même les hautes sphères, du coup, enfin, il faut qu'aussi en Afrique, lorsque quelqu'un veut faire son retour, qu'il soit conscient qu'il n'est pas il doit pas coloniser les gens, mais il doit s'intégrer aux réalités des gens. Et s'il n'est pas prêt à les accepter, même si la double culture, dans ce sens-là, c'est un peu compliqué, eh bien, il décide d'aller dans le pays où il se sent le plus apte à vivre sa vie, sa foi pour certains. Et voilà. Tout simplement. Donc, je pense que sur ça, on est pas mal. Tu as autre chose à dire? Bah, je vais peut-être. Ou rebondir? Je vais rebondir. Tu sais, j'aime bien préciser quand même, Oui, tu oui. vois, que voilà, par J'ai rapport à ce que compris. tu as dit, oui, je dirais qu'il faut que les joueurs binationaux, certains, quand tu es sénégalais, je pense que tu peux aller jouer pour le Bien Sénégal. sûr, bien sûr. Quand tu viens du Nigeria, tu peux, etc. Après, voilà. Après, ils ont été formés en France, frérot. Enfin, Ils ont. est-ce que tu peux comprendre aussi qu'un Français, enfin, je sais pas, moi, je te forme, ben, si t'es très bon, j'aimerais bien que quand même tu joues pour moi. Ça, je le comprends. Enfin, ça, je le c'est moi qui t'ai formé, quoi, tu Ça, vois. je le comprends totalement. Mm. Mais bon, t'es Parce qu'il y a t'es ce discours, formé. tu vois, de- Oui, mais t'es formé, y a pas de problème. Mais pour qu'à la fin, on te crache dessus. Qu'une partie de la France. Oui, mais faut quand même en avoir conscience, tu Bien sûr, vois. bien sûr. Mais c'est pas toute la France, hein, tu vois. Ça, je sais. Je le précise Mais toujours effectivement, la France est de plus en plus raciste. Enfin, Ouais. de toute façon, le monde occidental est de plus en plus nationaliste. aussi. Ça, c'est ça, bon. Mais oui, non, mais c'est pour ça. Pour les équipes africaines, c'est quelque chose qui est dommage. Mm. On sait que pour Kylian, il y a une histoire comme quoi il devait jouer pour la sélection camerounaise. On lui a demandé de verser une somme. Ah bon? On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, mais bon. Bon, après, Kylian, c'est quand même un joueur. C'est une perte. Énorme pour le Cameroun et pour l'Afrique. Les joueurs comme ça, ils peuvent changer les choses, tu vois. Donc, oui, après, voilà, je précise toujours que les sélections africaines ont leur part de tort sur ça, tu vois. C'est quelque chose qui est indéniable. Je suis d'accord. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas en commentaire à nous lâcher vos commentaires à vous, vos avis, si vous les trouvez, si vous nous trouvez trop d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas. On est là, on prend les critiques tant qu'elles sont constructives. Je te laisse le deuxième sujet, ensuite tu prendras un autre sujet ou vas-y, t'as un sujet sur lequel tu veux parler? Pas de sujet Non. en particulier. pour Ok, l'instant. ben écoute, il y a ce sujet-là qui est intéressant. Maintenant, on va passer, on va passer à autre chose. Euh, et du coup, on passe un peu du coq à l'âne, hein. C'est pas toujours c'est pas dans une continuité. Je voulais parler du coup, on reste quand même dans le foot, mais du coup des parents qui déraillent. Faut savoir quand même que voilà, il y a un documentaire qui est sorti là. Je vous mettrai le lien en commentaire. Je l'ai pas en tête là, mais il y a un documentaire qui est sorti. Désolé, je vous le mettrai du coup lors du montage euh, d'un homme en fait qui a fait un documentaire sur les parents en fait, voilà, sur le projet Mbappé comme on l'appelle, sur des gens du coup sur des parents qui mettent un petit peu tout leur espoir sur des enfants, qui mettent un peu, tu vois, l'espoir d'une vie ou la frustration d'une vie sur un enfant, c'est-à-dire des pères qui n'ont pas réussi à faire carrière malgré un talent certain ou autre, blessure ou pression familiale ou je ne sais quoi. Et donc du coup, lorsqu'ils ont un enfant, souvent un fils, ils lui mettent une pression monstre. C'est-à-dire qu'ils lui mettent une pression monstre, ils vont certains même arrivent, enfin, certains même en vont à les inscrire sur, tu vois, genre à l'athlétisme, au foot, même à la danse, tu vois, pour leur coordination, bref. Du coup, en fait, c'est des parents qui mettent un petit peu tout leur espoir d'ascension sociale, il faut le dire aussi, hein, parce que clairement aujourd'hui le foot, c'est une manne financière énorme. Du coup, sur des enfants
qui n'ont rien demandé, qui peuvent avoir un talent, hein. Il y a des joueurs qui ont un talent, mais qui n'ont pas cette réelle volonté ou même, ou en tout cas, qui peuvent avoir la volonté, mais qui n'ont pas le talent après nécessaire ou quoi. Et donc, du coup, je voulais parler de ces parents-là qui sont destructeurs pour ces enfants-là, euh, premièrement, et surtout, qui peuvent mettre des pressions énormes sur les éducateurs. On voit même aussi des femmes, des mères célibataires qui donnent leur corps ou qui proposent leur corps pour que leur joueur, pour que leur fils, pardon, joue au titulaire. Donc, on en arrive là, tu vois. Ça, c'est en France que ça se passe, c'est pas à Tombouctou ou à Nazareth, hein. C'est en France, tu vois. Et donc, du coup, je trouve ça très, très grave. Donc, j'aimerais avoir ton avis. Ensuite, je parlerai d'autres choses, mais j'aimerais avoir déjà ton avis sur ça pour pas monopoliser la parole. Bah, je pense que la société a beaucoup changé et les parents aussi, tu vois. Les parents qu'on a aujourd'hui, pour moi, enfin, quand tu te renseignes bien, il y en a beaucoup qui sont irresponsables et qui ont pas beaucoup de conscience. Donc forcément, il faut pas s'attendre déjà à une grande éducation. D'accord. Donc quand ces gens-là, ils voient des chiffres qui affolent les compteurs, comme tu l'as dit, ils misent tout sur un enfant qui a 8 ans, qui est même pas encore formé déjà pour se faire à manger tout seul, quoi. Donc c'est désastreux, mais ces enfants-là payent les conséquences d'une génération de parents qui est complètement détraquée mentalement, tu vois. Donc c'est triste, mais plus le temps va passer, et moins ça va s'arranger, je pense, tu vois. Après, Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et surtout, ce qui est important à comprendre, frérot, par rapport à ce sujet-là, le projet Mbappé, comme il dit. Après, je suis pas là à critiquer. Tu sais, il y a des enfants très jeunes, ils vont te dire, papa, je veux faire ça. Ouais. Moi, si demain j'ai un fils et qui me dit, je vois qu'il voilà, me dit, oui, il est doué pour la danse, le foot, le basket, ce que tu veux. Si on me dit, s'il vient, ou une fille, hein, pareil, hein, ma fille vient, elle me dit, papa, écoute, moi, je veux performer dans ce domaine-là. Parce que c'est un investissement familial, bien sûr, tu vois, quand même Mbappé, ça a été un investissement, je pense, de son père, de sa mère, ça a été une organisation qui a abouti. Mais combien échoue? Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, il y a une étude, il y a une stat, et d'ailleurs, du coup, ça me fait par ricochet, je vais passer à la NBA, mais pour le foot, il y a 0,05% de chance de devenir professionnel quand tu commences. T'imagines? 0,05%. Ça veut dire que là, en fait, on mise, et le talent, il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des joueurs NBA, là, du coup, je passe au basket, ils sont soit pour la plupart des fils d'eux, ça veut dire qu'ils sont les enfants de joueurs NBA ou de joueurs professionnels. Et ça, je pense que c'est important de le préciser, ça veut dire qu'ils n'ont pas cette pression financière. En fait, c'est un mythe. Il y a des joueurs comme LeBron James, Maradona, Léo Messi, George Weah, tous ces joueurs-là, tu vois, Eto'o et tout. Bien sûr qu'il y en a, il y a toujours des contre-exemples, Ronaldinho, qui ont grandi pour la plupart dans la misère, mais il faut arrêter de croire que tous ces gens-là viennent de milieux précaires. C'est faux. Et surtout encore plus en NBA, parce qu'au foot, ça peut quand même être le cas, mais en NBA, c'est pas du tout le cas. C'est pour montrer qu'en gros, le niveau de finance des parents, en gros, c'est eux qui vont pouvoir te payer des coachs particuliers. C'est eux qui vont pouvoir aussi, au niveau mental, peut-être avoir une approche mentale. Parce qu'en fait, être un sportif de haut niveau, c'est aussi une approche mentale. C'est se remettre en question. C'est beaucoup de choses. Et mettre une pression monstre, et là, on parle même pas des joueurs africains qui viennent, du coup, donc qui réussissent en Afrique, qui arrivent en Europe, et qui deviennent du coup la manne financière principale de tout un village. Parce que ça aussi, il faut en parler. Moi, je trouve ça aberrant, frérot. Et je te parle sérieusement, hein. Je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, en 2024, on ait des personnes, mais frérot, moi, je comprends pas. Il y a des gens bien portants, comme toi et moi, des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui ne font rien en Afrique parce qu'il y a un joueur qui est millionnaire en Europe. On a vu avec Eboué, qui a fini quand même avec zéro, frère. On a Emmanuel Adebayor, qui a subi des pressions familiales énormes de ses frères, de sa propre mère, qu'il a mise au monde, de son père, par rapport à l'argent. Et il y a pléiade de joueurs. Il y en a même qui n'en parlent pas, mais la pression qu'on leur met, c'est incroyable. Et je ne parle pas des jeunes Africains qui viennent avec la pression de tout un pays, ou de toute une famille. Et quand on parle de famille, c'est pas la famille nucléaire française, hein.
C'est pas papa, maman, les frères et sœurs. C'est les cousins, les cousinades, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les Africains, ils se remettent en question, quand même. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de dire, vas-y, toi, garçon, t'as un talent, t'as un frère qui est intelligent, tu lui dis, vas-y, je te paye, tu fais des études, comme ça, voilà, c'est les 5 000 euros, 10 000 euros par an que ça nécessitait l'école de commerce ou quoi, je te la paye avec plaisir et je veux rien en retour. Enfin, je le comprends. Si moi, demain, je deviens riche, entre guillemets, je le ferai ça pour mes petits frères et sœurs. Mais je ne veux pas que tout le monde soit à ma solde. Et ça, c'est un problème vraiment afro-africain. Et bon, vas-y, je te laisse la parole parce que j'ai beaucoup parlé, mais c'est un gros problème. Et là, on parle même pas des histoires Mbappé ou des histoires Kanté. Kanté ne veut pas revenir à Paris, frérot. On en est là aujourd'hui. Et là, et ça, c'est des comportements de noirs. Je suis désolé de le dire. Après, on va dire, ouais, t'abuses. C'est les noirs qui font ça. Les noirs, en tout cas, ou les arabes. Enfin, pas tous, bien sûr. Mais moi, je connais aussi des joueurs qui sont blancs et qui n'ont pas ces réalités-là. Mais qui arrivent à créer un écosystème. Par exemple, Griezmann. Oh, désolé, mais Griezmann, sa sœur, c'est son agent. Son frère, il a mis dans des trucs. Mais c'est bien fait. Et il n'y a pas de problème. Mais frérot, quand on te met une arme sur la tempe, comme Paul Pogba, est-ce que c'est normal? Bah, frérot, c'est... Bon, t'as dit que c'était un truc de noir. Je vais pas dire que l'Africain est un mendiant, parce que ça serait manquer de respect à beaucoup d'Africains qui sont fiers. Mais malheureusement, on sait très bien que il y a quand même une bonne partie des gens de notre continent qui sont sur place ou dans la diaspora, qui sont dans la mendicité. Nous, on peut l'observer ici en France. Combien de Noirs mendient l'amour des autres communautés qui n'ont absolument rien à foutre de leur vie? Il recommence, les gars. Il Non, peut mais pas s'arrêter de parler de ça. c'est une vérité. Ça veut dire que tu le vois à toute l'échelle, à tous les niveaux, que ça soit ici ou ailleurs. Il y a beaucoup de Noirs qui sont des mendiants, que ça soit au niveau financier ou de l'amour des gens, qui ont besoin d'être validés ou de, tu vois. C'est, Après, il y a quelque chose qui est fait pas pour la mendicité, non, pour moi, il n'y a aucune excuse. Après, bon, pour chercher la validation des autres, ça dépend, hein. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça, tu vois. ah non, mais j'ai pas dit que Les c'était hommes. tous les C'est pas tous les hommes noirs, quoi. Je veux dire qu'ils J'ai sont pas dit que c'était de la tous les mendicité. hommes ou toutes les femmes noires, et je vais préciser métisses aussi pour les coloristes. Mais non, nous on sait, et on le voit Bien sûr, ici. je suis d'accord avec toi. On a énormément de gens qui mendient énormément de choses auprès des autres, tu vois. Même au niveau financier, des fois, il y a des noirs, tu les vois faire des choses, tu te dis, mais au bout d'un moment, faut quand même, tu vois. Je préfère pas avoir d'argent et avoir quand même un minimum de dignité plutôt que vivre une vie de rêve, mais voilà, devant le miroir, Je suis d'accord. c'est pas trop ça, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, mais c'est quand même très grave et je pense que c'est important d'en parler. Dans les quartiers aussi, ce qui se passe, tu vois, en corollaire avec tout ce qu'on vient de dire, c'est du coup des pseudo-agents, un pseudo-entourage. Euh, En fait, ce qui me dégoûte le plus en fait dans les histoires de Paul Pogba ou même de N'Golo Kanté, c'est de se dire que en fait rien n'est jamais fait aujourd'hui pour rien. Tu vois, on a connu une époque, on n'est pas vieux, mais on n'est plus tout jeune, tu vois, frérot. Mais frérot, il y a des choses qui sont quand même très graves. Ça veut dire que là aujourd'hui, en fait, moi quand j'étais petit, je te jure, j'ai connu des darons, j'ai connu même ma daronne, elle faisait des choses pour les gens sans demander un retour, sans se dire, vas-y, je lui fais ça parce que j'aimerais que demain il me rende l'appareil. Tu vois, et même c'est des valeurs un peu religieuses, tu vois. En gros, n'attends pas, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, n'attends pas un retour. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a des gens qui sont dit à Paul Pogba, on t'a ramené au foot quand tu étais petit. C'est très grave. Il y a des gens qui disent à N'Golo Kanté, nous on était là pour ta mère, on lui a fait les courses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, juste pour l'argent, et déjà ils sont prêts à vendre leur famille. Florentin Pogba, il a fait quoi? Pour de l'argent. Alors que Paul Pogba, il a aidé à ouvrir ses salons, faire des trucs. Il a toujours été un soutien financier. Et j'ai pas besoin d'être dans leur famille pour le savoir parce que, en fait, c'est lui-même qui le mettait en avant. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on en arrive à ce que des gens ne font que se blesser. Paul Pogba, mentalement, il est détruit. Et quand la raison, en gros, parce que Paul Pogba, on peut le critiquer ou pas, en termes de tournoi, en termes de milieu, il n'y a pas match, les gars.
Coupe du Monde 2018, c'était le meilleur Français. Les gens, ils font Blahani, Griezmann, Mbappé. Mais cassez-vous. N'Golo Kanté, Paul Pogba, c'était les meilleurs. Pour moi, en tout cas. C'est mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est que Paul Pogba, il a perdu quelque chose. Ce jour-là, en fait, son frère et son entourage, ils se rendent pas compte. En fait, ils ont tué, je pense, hein, c'est mon avis, hein, ils ont tué le petit enfant, tu vois, le petit enfant qui s'amusait en jouant au foot. Parce qu'il faut pas oublier, la plupart des joueurs, ok, ils gagnent très bien leur vie, mais c'est des passionnés. Et Paul Pogba, on voyait la passion. On voyait le talent qu'il avait. Et aujourd'hui, ça l'a tellement tiraillé, ça l'a tellement bousillé l'esprit, qu'en fait, son corps, il répond plus parce que son corps, en fait, il est traumatisé de ce qu'il a vécu. Et ça, j'en suis convaincu. Je suis dans la santé, j'ai été dans le sport. Je peux te dire que quand la tête ne va pas, le corps ne peut pas aller. Le corps, et ça, si les gens ils s'intéressaient aux cosmogonies africaines, s'ils se réintéressaient à l'Afrique ancienne, eh ben, ces liens-là, ils seront faits. S'ils s'intéressent aussi au monde, dans la médecine chinoise, dans toutes les médecines traditionnelles, il y a ce rapport au corps et à l'esprit. Il n'y a qu'en France où on va te donner des cachets pour te calmer. Si la santé mentale, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet mondial, mais c'est un sujet aussi pour la communauté afro. Et ça, dès qu'on parle de santé mentale, j'en ai parlé avant, j'en parlerai dans tous mes podcasts s'il le faut. La santé mentale, c'est quelque chose de très très important à prendre en compte. Et Paul Pogba, moi je peux te le dire, hein. Bon, après, il a eu sa suspension pour dopage, mais ça va être très difficile de retrouver l'ancien Paul Pogba. Voire impossible, à son âge. Donc voilà, voilà, moi je pense que c'est important d'en parler. Et voilà, et du coup, en troisième et dernier sujet, on va essayer de mettre aussi une petite note de positivité, parce que c'est vrai qu'on est souvent tu vois, on dénonce beaucoup de choses, mais en fait, on dénonce, les amis, c'est parce que on veut qu'il y ait un avancement. Parce que, comme il a dit le frérot, dans un autre podcast qu'on a fait ensemble, lui comme moi, on a trop vu des gens à terre. On a trop vu des gens qui nous ressemblent galérer. Et on aimerait que demain, qu'il y ait une élévation de la population noire, sans être communautaire exacerbée, mais qu'il y ait une élévation de la population dans la diaspora et en Afrique. Parce que on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quand on voit autant de personnes mendier, ou que, en gros, pour eux, dès qu'un joueur devient professionnel, c'est-à-dire le naturel, il se perd, mais ça fait mal. Ça fait très très mal. Et honnêtement, moi, j'ai pas beaucoup, enfin voilà, je suis loin d'être un footballeur, je suis loin d'avoir les finances d'un footballeur, mais je peux ressentir ce qu'un Pogba il ressent. Je peux ressentir ce qu'un N'Golo Kanté il ressent, parce qu'en fait, même à nos petites échelles, on peut ressentir des pressions vis-à-vis de nos familles qui sont très très importantes. Et je trouve ça dénature tout. L'argent, en fait, il a tout dénaturé. Venez, on revient à l'époque de nos grands-pères. Moi, quand on me raconte l'histoire de nos grands-pères, ils n'avaient pas grand-chose, mais je pense qu'ils étaient plus heureux que nous aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, c'était mon petit message de la fin. Et donc du coup, on va quand même essayer de mettre aussi un petit peu de baume au cœur aux gens et parler aussi de choses qui se passent bien. Parce que dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une sœur, d'une femme afro qui faisait des tutos. Et ça m'a inspiré. En gros, ce que ça m'a inspiré, c'est que on est conscient qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, des femmes africaines qui font des choses pour leur sœur, entre guillemets. Et j'aimerais les mettre en avant, ces femmes-là, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a pas mal de contes qui parlent d'histoire. On s'en est rendu compte, même à travers nos lives. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des femmes noires qui étaient conscientes, en gros, du travail qu'il y avait à faire sur le cheveu, sur plein de choses. Et on s'est surtout rendu compte qu'il y avait des jeunes dans langue qui arrivaient. Et du coup, on est très, très fiers de vous, de la communauté Altown. On est vraiment content de voir qu'il y a des petits frères et des petites sœurs noires très, très concentrés, très loin d'un communautarisme exacerbé, très loin de tout ça, mais qui ont conscience quand même que leurs cheveux, du coup, c'est tout leur or, que leur connaissance leur permettra de mieux répondre à tout plein de choses. Et ça fait plaisir de voir ça. Et voilà, je tenais à le dire aussi sur la chaîne. Et à vous remercier du coup du soutien que vous nous donnez de jour en jour, à travers les lives, à travers les likes, à travers les partages. Et voilà, donc il y a quand même des choses positives qui se passent. On a vu qu'aux Antilles, il y avait ça se faisait, je pense, depuis longtemps, mais en tout cas, ça a été médiatisé, des coiffeuses qui apprenaient à des toutes petites filles à apprendre à aimer leurs cheveux. On voit qu'il y a des comptes qui sont en train de venir.
moi-même, j'écris des choses, donc j'espère que ça va arriver, ça va aboutir. On voit quand même que dans l'imaginaire des petits et des petites euh, personnes noires ou métisses, pour les coloristes, comme il le dit le frérot, il y a des choses qui sont en train de se faire et c'est important. C'est important qu'on inonde du coup la sphère médiatique, qu'on inonde les facs, qu'on inonde euh, les salles de sport aussi. Hein. Le sport, c'est très bien pour la santé aussi. Hein. Je suis pas là à dire aux Noirs de pas faire qu'on inonde les, la musique dans tous les mondes, mais qu'on l'inonde en étant aussi en haut, un petit peu. Qu'on arrête d'être toujours ceux qui sont, en gros, les salariés, entre guillemets, et qu'on arrive aussi à croire en nous. Après, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Hein. Encore une fois, tout le monde n'est pas fait, mais qu'on essaie de monter nos projets petit à petit, step by step. Et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc voilà, donc je voulais aussi terminer cette petite discussion qui est assez rapide, mais qui est intéressante, que j'ai trouvé très intéressante, sur cette bonne note, et de dire qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses bien, et qu'on n'est pas toujours là à dénigrer. Et même quand on dénigre, c'est parce qu'on veut qu'il y ait une élévation, et qu'on arrête d'avoir des comportements de complexés, même si c'est son cheval de Troie et que je vais lui laisser. Mais c'est vrai que moi, encore une fois, je le précise, je suis pas contre le métissage, appelez-moi ce que vous voulez, mais il faut être conscient de soi-même, je pense. Et je pense que quand on est conscient de soi-même, il y a plein de choses qu'on fait pas. Bah écoute, sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a pu voir pas mal d'exemples, on a pu avoir pas mal de discussions et c'est vrai que on le dit pas souvent, mais il y a beaucoup de femmes de la communauté afro en France qui relèvent le niveau, parce que malheureusement les hommes, plus le temps passe, plus ils me font de la peine. Et, euh, et quand on parle de ça aussi, t'en as parlé justement dans une vidéo au niveau du colorisme, je voulais revenir rapidement dessus. Parce que bon, c'est vrai que des fois, selon les sujets de vidéo, il y avait pas mal de critiques à ce niveau-là, tu vois. Donc même si nous, particulièrement, ça nous touche pas, on a quand même fait des petites investigations. On a parlé avec des sœurs, avec des frères, voilà, des gens qui sont en France, en Afrique ou dans les Caraïbes. Et on a pu entendre quand même des histoires qui étaient assez terribles. Pour ne citer qu'un exemple, des mères qui ont des enfants noirs et d'autres qui sont métissés, donc qui ont la peau plus claire, qui n'ont pas les mêmes repas, par exemple, tu vois. Donc t'as l'enfant métis qui n'a pas la même nourriture que l'enfant noir. T'as l'enfant noir qui n'est pas traité de la même manière que l'enfant métis. Et ça, je trouve ça terrible. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a pas mal de femmes qui nous desservent dans la communauté. Et c'est ces femmes-là qui transmettent tous ces complexes, qui créent une division où là, tu vois, moi, je vois une force. Moi, tu vois, bah, regarde, toi et moi je suis clair, toi t'es plus foncé. Ça nous empêche pas de faire des choses. Moi, j'ai une famille où tout le monde est soit clair, soit noir. Donc, après, c'est peut-être pour ça que j'ai pas ce problème de couleur, tu vois. Et moi, tu vois, je vois quelque chose de beau, je vois une force en ça, où les gens, ils mettent du colorisme, tu vois. Quand je vois des familles comme la mienne, ou même des familles recomposées avec un parent qui peut être noir, l'autre métis, et du coup, d'autres enfants qui sont noirs et métis, tu vois. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça stylé. Pour les femmes de la communauté, pareil, tu vois. Ça veut dire qu'on a quand même un large choix, tu vois. Après, je parle pas, bon, je parle pas de sushi non plus, tu vois, mais c'est pour que les gens ils Il y a comprennent. un large panel, il y a un large On a panel. de tout, tu vois. Voilà, on a des clairs, on a des foncés, on a des grandes, on a des petites, et toutes les femmes de notre communauté sont belles, même si, certaines personnes aiment bien dire qu'il n'y a pas de communauté noire ou de communauté afro et qu'il y a tel ou tel peuple. Donc, voilà, j'aimerais bien quand même que la division arrête d'être créée par nous-mêmes et que ça soit plutôt quelque chose qui nous unisse, qu'on soit noir, clair, métis ou peu importe. Donc j'espère que les petits frères ne tomberont pas dans ce piège-là dont beaucoup de personnes sont tombées tout simplement et voilà. Écoute, j'ai rien à rajouter. J'ai déjà fait une vidéo sur le colorisme. Je vous invite à la regarder. Mais j'abonde complètement dans le sens de mon frère sur ce sujet-là. Le colorisme, moi, je l'ai vécu quand même rapidement. Je l'ai vécu, enfin, dans ma culture ouest-africaine. Et je peux vous dire que ça laisse des séquelles désastreuses chez les femmes.
vraiment des grosses séquelles. Et c'est pour ça qu'en partie, on est responsable de ce qui se passe. Les hommes, en tout cas pour moi, on est responsable parce que lorsqu'on met en avant euh, qu'un seul type de beauté, encore une fois, moi je suis pas là pour critiquer le style, encore moins moi, mais je veux dire, quand on met en avant qu'un style de beauté ou qu'un style de trait qui nous attire, et forcément on complexe beaucoup de femmes qui sont amenées à faire voilà, à s'éclaircir la peau, à se dépigmenter la peau, qui sont amenées à porter des perruques parce que en fait on l'a pas mis en avant leurs cheveux, on l'a pas mis en avant leur teint. Et donc, du coup ça crée des choses dramatiques. Voilà. Et juste pour terminer, j'ai une sœur qui est quand même plus foncée que nous. Je peux vous dire que son teint ébène, il éteint tous nos teints, enfin, à toute la fratrie. Donc voilà. Donc, je pense que c'est important voilà, de se recentrer et de se ressourcer et surtout de se recentrer sur soi-même pour comprendre que euh, les divisions là de coloristes, de je ne sais quoi ou qu'est-ce, mais ça ne sert qu'à ceux qui nous oppriment. Voilà, c'est mon mot de la fin. Kuliko jana, kuliko jana, Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, Yesu nipende.